À l'orée de la réserve du Kruger, là où la nature sauvage se mêle à une tranquillité presque irréelle, Sophia Reed avait trouvé son refuge. À 32 ans, elle vivait seule dans une petite cabane blanche en bois, perdue dans la zone tampon qui bordait le parc national. Chaque matin, elle respectait une routine immuable. Un café fumant entre les mains, assise sur la large terrasse qui donnait sur la clairière, son appareil photo toujours prêt. Elle observait les premiers rayons filtrés à travers le feuillage épais et se laissait imprégner par le réveil de la savane. Un matin d'octobre, juste après une pluie de printemps qui avait reverdi la plaine, Sophia distingua une silhouette au bord du bosquet. Elle crut d'abord à une illusion, mais ses yeux ne la trompaient pas. Une lionne, la robe dorée tachetée d'ombre noire, s'avançait prudemment vers la clairière. Sophia se figea, la tasse suspendue à ses lèvres. Lentement, sans geste brusque, elle saisit son appareil et captura une série de clichés. La lionne, aux yeux ambrés perçants, scruta les alentours puis disparut aussi vite qu'elle était apparue. La rencontre avait duré moins d'1 minute, mais laissa Sophia bouleversée. Qu'une lionne s'approche ainsi d'une habitation humaine relevait de l'extraordinaire. Les jours suivants, l'animal revint. Toujours à l'aube, toujours surgissant du même amas d'arbres, toujours s'arrêtant pour humer l'air avant de disparaître. Sophia, attentive, nota chaque détail. L'oreille qui se redressait au moindre bruit, le regard aux aguets, la silhouette amaigrie. La lionne peinait manifestement à chasser. Sans doute la concurrence de clans plus puissants l'avait-elle affaiblie. Un dilemme rongea alors Sophia. Elle savait qu'il était déconseillé d'intervenir dans l'équilibre naturel, mais son cœur parlait plus fort que sa raison. Finalement, elle céda. Un soir, elle déposa un morceau de viande d'un élan retrouvé mort non loin de là, assez près pour qu'elle observe depuis la terrasse, mais assez loin pour ne pas effrayer l'animal. Les premiers jours, la nourriture disparut sans qu'elle puisse en identifier le bénéficiaire. Sans doute des chacals ou des caracals. Puis, un matin, elle vit la lionne s'approcher, méfiante, flairer longuement avant de happer le morceau et de s'éclipser. À partir de là, un rituel s'installa. Sophia ne donnait jamais trop, juste assez pour compléter l'alimentation de la lionne. Parfois elle laissait, parfois non. Elle consulta même par courriel un biologiste de l'université locale, suivant à la lettre ses conseils pour ne pas altérer le comportement sauvage du félin. Octobre céda la place à novembre, et avec lui, les pluies de printemps redoublèrent. La lionne se montrait plus fréquemment, parfois s'attardant au soleil après avoir mangé. Une fois, elle resta même alors que Sophia sortait sur la terrasse. Leurs regards se croisèrent. Ses yeux d'ambre, intenses et calmes, la fixèrent quelques secondes avant que l'animal ne reparte. Un lien fragile, presque irréel, semblait naître entre elles. Un matin, Sophia remarqua dans la boue de petites empreintes à côté de celles de la lionne. Elle comprit qu'elle n'était pas seule, 2 petits suivaient leur mère. Elle ne les vit pas encore directement, mais cette révélation renforça son respect. Malgré l'aide acceptée, la lionne restait vigilante et farouche, protégeant farouchement sa progéniture. Décembre apporta chaleur et pluie diluvienne. Sophia Kriegnight pour la survie des Lionsaugs. Elle construisit à la lisière un petit abri de bois, ouvert sur 3 côtés, où elle déposait parfois la nourriture pour la préserver de l'humidité. En janvier, une tempête d'une violence rare s'abattit, 18 cm de pluie en quelques heures, des torrents de boue, des routes impraticables. 3 jours durant, Sophia resta cloîtrée, le cœur serré en pensant aux fauves. Lorsque le ciel se dégagea enfin, elle apporta de la viande sous l'abri. Le lendemain, des traces fraîches confirmèrent que la lionne avait survécu. Mais cette fois, quelque chose clochait. Les empreintes étaient inégales, maladroites, et surtout, il n'y avait plus de traces de petits. L'angoisse s'installa. Que leur était-il arrivé? Elle passa la journée à chercher une explication, sans parvenir à calmer son esprit. Puis, au matin suivant, un bruit singulier la fit sursauter. Ce n'était ni le vent ni les oiseaux. Un grattement, presque un appel, résonnait contre sa terrasse. Elle s'approcha de la fenêtre et son souffle se coupa. La lionne était là. Pas au bord de la clairière, mais sur la terrasse même de la cabane. Et à ses pattes, 2 formes tremblantes, ses lionceaux. L'un, couvert de boue, remuait faiblement pour lécher l'autre inerte, dont la cage thoracique se soulevait à peine. La patte arrière tordue, ensanglantée, trahissait une blessure grave. Sophia ouvrit lentement la porte. La lionne recula de quelques pas, ses oreilles plaquées, son corps tendu entre méfiance et supplication. Les yeux fixés sur elle, elle semblait implorer. Sophia sentit ses larmes monter. Tout son être lui criait que ce moment n'avait rien de naturel. Une lionne aurait dû cacher ses petits dans une tanière, pas les offrir à une humaine. Et pourtant, la vérité s'imposait. L'animal sauvage lui confiait son enfant blessé. Sophia resta immobile, le cœur battant à tout rompre. La lionne grondait doucement, oscillant entre instinct de protection et appel désespéré. Tout dans son attitude indiquait qu'elle n'aurait jamais dû tolérer la proximité d'un être humain. Pourtant, elle demeurait là, les yeux rivés sur Sophia,
comme si une confiance étrange, née des mois passés à recevoir son aide, l'emportait sur l'instinct ancestral. Les mains tremblantes, Sophia referma la porte et saisit son téléphone. Elle appela aussitôt David Rix, vétérinaire et vieil ami. Sa voix, habituellement posée, se crispa en entendant le récit. Une lionne avait déposé ses petits sur la terrasse. C'est inédit, Sophia. Mais si la mère a vraiment franchi ce pas, c'est que la situation est critique. Tu dois intervenir vite. Sous ses directives, Sophia se prépara. Elle enfila de solides gants de cuir, attrapa une serviette épaisse et une caisse de transport pour animaux. Puis, avec un courage qu'elle ne se connaissait pas, elle ouvrit à nouveau la porte. Pour détourner la lionne, elle posa un morceau de viande à l'extrémité de la terrasse. L'animal suivit des yeux, hésita, grogna, puis fit quelques pas vers l'appât. C'était suffisant. Sophia sagen Uja Pres des Lionsaugs. Le premier, vigoureux malgré la maigreur, léchait sans relâche le museau du second. Celui-ci respirait difficilement, les yeux fermés, la patte arrière tournée à un angle inquiétant. Avec une infinie délicatesse, Sophia l'enveloppa dans la serviette. Le rugissement étranglé de la lionne déchira l'air, mais elle ne bougea pas. Sophia déposa le petit dans la caisse, recula lentement, puis rentra à l'intérieur, les larmes brouillant sa vue. Elle savait ce qu'il lui restait à faire. 3 heures de route la séparaient du centre de réhabilitation de la faune sauvage du Kruger. 3 heures de boue, de flaques et de chemins abîmés par la tempête. La lionne suivit la voiture sur quelques mètres, poussant des gémissements qui ressemblaient à des adieux. Sophia, une main sur la caisse posée sur le siège passager, murmurait des encouragements au petit. « Tiens bon. Je t'en prie, tiens bon. » Le trajet fut interminable. Chaque chaos faisait trembler la caisse. Sophia craignait d'arriver trop tard. À son arrivée, une équipe l'attendait déjà. Le petit fut pris en charge d'urgence. Après 2 heures, le verdict tomba. Fracture complexe du tibia et du péroné, signe d'hypothermie et de malnutrition. Pourtant, contre toute attente, le vétérinaire restait optimiste. Il est jeune, résistant. Avec des soins adaptés, il a toutes ses chances. Soulagée, Sophia s'effondra sur une chaise, submergée par l'émotion. Elle pensa à la lionne, peut-être encore tapie près de la cabane, attendant le retour de son petit. Elle se souvenait de son regard implorant. Elle s'était fait une promesse silencieuse, ramener le lionceau à sa mère. Mais les paroles du vétérinaire résonnaient, la convalescence serait longue et rien ne garantissait une réintégration à l'état sauvage. Les semaines suivantes furent rythmées par des allers-retours épuisants. 3 heures de route pour passer quelques heures auprès du petit que les soignants avaient baptisé Carrie. Le lionceau reprenait des forces, gagnant du poids, s'habituant peu à peu à sa patte immobilisée dans un plâtre. Sophia, bien qu'encouragée par ses progrès, voyait aussi les précautions du centre. On nourrissait Carrie avec des ustensiles spéciaux, on limitait le contact humain, on diffusait des sons de la savane pour maintenir ses instincts. Mais malgré tous ces efforts, un problème apparaissait, Carrie ne craignait pas les humains. Ils semblaient trop familiers, trop confiants. Un après-midi de février, Sophia en discuta longuement avec le docteur Whittaker, responsable du centre. Debout derrière la vitre, ils observaient Carrie explorer un enclos extérieur. S'ils ne développent pas une distance naturelle envers les hommes, nous ne pourrons pas leur lâcher, expliqua Whittaker. Le temps joue contre nous. Sophia hocha la tête, la gorge serrée. Une part d'elle désirait ardemment voir Carrie rejoindre sa mère. Mais une autre, plus intime, savait déjà qu'un retour était compromis. Pendant ce temps, la lionne continuait de visiter la clairière. Parfois, Sophia l'apercevait assise des heures durant devant la cabane, lançant des appels doux et déchirants dans la nuit. Elle ne s'approchait jamais trop, mais son absence de férocité témoignait d'une attente muette. Sophia lui parlait depuis la terrasse, racontant les progrès de son petit, consciente que ses paroles n'avaient aucun sens pour la lionne, mais soulagée d'être prononcées. En mars, l'évidence s'imposa, Carrie ne serait pas réintroduit dans la nature. Les experts étaient unanimes. Sa dépendance, son manque de méfiance envers l'homme, rendaient trop risqué un retour à la vie sauvage. Sophia ressentit cette décision comme une trahison, même si elle s'y était préparée. Elle pensa à sa promesse, à ce lien noué sur la terrasse, et eut l'impression de briser une confiance sacrée. Pourtant, une autre voie s'ouvrait. Depuis plusieurs semaines, elle suivait en secret une formation spécialisée, déposant parallèlement un dossier de candidature pour accueillir Carrie dans le cadre d'un programme de réhabilitation domestique. Elle avait même commencé à faire construire un vaste enclos sur sa propriété, mêlant arbres, rochers et un ruisseau artificiel. Ce projet, qu'elle avait d'abord envisagé comme un plan de secours, devenait désormais la seule option réaliste. En avril, après des semaines de préparation et d'attente, le jour vint. Sophia conduisit à nouveau jusqu'au centre, cette fois pour ramener Carrie chez elle.
Le lionceau, bien plus grand, voyageait dans une cage spécialement conçue. Son regard curieux, vif, contrastait avec l'image fragile du petit être qu'elle avait recueilli 3 mois plus tôt. Quand la porte de l'enclos s'ouvrit, Carrie hésita longuement. Il renifla l'air, fit un pas, recula, puis, d'un bond gracieux, s'avança dans son nouveau territoire. Sophia, debout à distance, sentit son souffle se couper. Carrie grimpait déjà sur les structures prévues pour lui, explorait chaque recoin, s'arrêtait près du ruisseau pour tremper une patte dans l'eau, avant de s'ébrouer comme un chaton joueur. À côté d'elle, le docteur Whittaker murmura « Il accepte l'espace. C'est un excellent signe. » Sophia, les larmes aux yeux, comprit qu'une nouvelle étape commençait. Elle n'avait pas trahi sa promesse. Elle l'avait transformée. La première semaine dans l'enclos fut une révélation. Sophia observait Carrie à distance, le cœur gonflé de fierté. Chaque jour, le jeune lion élargissait son territoire, marquant son espace, testant ses forces. Sa démarche gardait une légère raideur à cause de l'ancienne blessure, mais il s'adaptait avec une résilience remarquable. Les vétérinaires avaient établi des protocoles stricts. Pas de nourrissage direct par la main, enrichissement varié, surveillance discrète. Sophia s'y plia sans réserve, consciente que l'équilibre fragile de son protégé dépendait de sa discipline. Pourtant, la présence du lion changea profondément sa vie. Ses journées, autrefois rythmées par la photographie et la solitude, se transformèrent en un enchaînement de soins, de vérifications et de nouvelles responsabilités. Elle continuait à photographier la faune alentour, mais ses objectifs se tournaient de plus en plus souvent vers l'enclos, capturant les bonds maladroits de Carrie, ses jeux solitaires près de l'eau, ou la manière dont ses oreilles se redressaient au moindre bruit. Un soir de fin avril, alors que la lumière du crépuscule baignait la clairière, Sophia eut un choc. À la lisière des arbres, la lionne était revenue. Son allure majestueuse, son regard perçant, la silhouette qu'elle connaissait si bien. Tout son être se figea. Elle tenait son appareil entre ses mains, mais l'oublia aussitôt. La lionne ne resta pas à distance. Lentement, elle contourna la clairière et s'approcha de l'enclos. Carrie, qui somnolait sur une dalle de pierre, bondit sur ses pattes. Leurs regards se croisèrent à travers le grillage renforcé. Le silence s'installa, lourd et solennel. La mère et le fils restèrent ainsi, immobiles, leurs yeux d'ambre liés par un fil invisible. Sophia sentit des larmes lui monter. Elle avait redouté ce moment autant qu'elle l'avait espéré. Et maintenant, elle comprenait que la promesse faite sur la terrasse n'était pas brisée. Elle avait pris une autre forme imparfaite, mais peut-être tout aussi précieuse. La lionne revint plusieurs fois au cours des jours suivants. Parfois, elle s'asseyait simplement en face de l'enclos, parfois elle se couchait dans l'herbe à quelques mètres, surveillant sans bruit. Carrie, de son côté, montrait une excitation joyeuse à chaque apparition, tournant en rond, frottant sa crinière naissante contre la clôture. Les deux fauves échangeaient une communication silencieuse, une reconnaissance instinctive que Sophia ne pouvait qu'admirer. Le temps passa, et avec lui, le rythme de la savane reprit ses droits. Mais apporta la fraîcheur de l'automne, les pluies se firent plus rares, la végétation changea de teinte. La lionne, toujours fidèle, ne disparut pas totalement, mais ses visites s'espacèrent. Sophia comprit que la séparation naturelle avait commencé. Dans le monde sauvage, une mère se détache de ses petits lorsqu'ils atteignent un certain âge. Ici, malgré les barrières artificielles, ce cycle se reproduisait. Pour Sophia, chaque retour de la lionne restait un miracle. Parfois, elle sortait sur la terrasse et lui parlait doucement, comme elle l'avait fait des mois plus tôt. Elle racontait les progrès de Carrie, sa force grandissante, son appétit féroce, ses jeux dans l'eau. Elle savait que ces mots n'avaient pas de sens pour l'animal, mais ce rituel l'aidait à apaiser la culpabilité qui persistait. Car au fond d'elle, elle redoutait toujours le reproche muet de ce regard sauvage. En juin, Carrie avait déjà beaucoup grandi. Sa silhouette se musclait, sa crinière naissante dessinait un collier sombre autour de son cou. Ses bonds étaient plus assurés, ses rugissements plus puissants. Sophia commença à craindre le futur. Que adviendrait-il lorsque ce lion deviendrait adulte? Serait-il possible de continuer à l'héberger, même dans l'enclos renforcé? Elle consulta de nouveau les biologistes, lut frénétiquement sur les comportements des lions en captivité, sur les sanctuaires africains. Les réponses étaient rassurantes, mais exigeaient une rigueur constante. Un soir d'hiver austral, Sophia surprit la lionne à distance. Elle ne s'approcha pas de l'enclos cette fois-ci. Elle resta tapie dans l'ombre, observant de loin. Ses yeux brillaient dans la lumière de la lune, mais son corps demeurait immobile. Sophia interpréta ce geste comme une acceptation. La mère reconnaissait l'espace de son fils, le respectait, tout en gardant un lien ténu invisible. Les mois passèrent. Sophia poursuivait son œuvre photographique, mais quelque chose avait changé. Ses clichés prenaient une profondeur nouvelle, comme si l'expérience vécue avec la lionne et Carrie avait transformé son regard. Elle ne voyait plus seulement des sujets à immortaliser,
mais des existences entières, complexes, dignes de respect. Ces photos de la savane, publiées dans des magazines spécialisés, reçurent un accueil enthousiaste. Mais pour elle, rien ne surpassait les instants vécus dans sa propre clairière. Un jour, en plein mois d'août, Sophia fit une découverte bouleversante. En consultant les caméras de surveillance installées autour de sa propriété, elle aperçut la lionne, accompagnée d'un nouveau petit. Elle avait eu une nouvelle portée. L'image la montrait s'arrêtant un instant près de l'enclos, le lionceau jouant maladroitement dans l'herbe avant de disparaître dans la forêt. Sophia comprit alors la profondeur du lien qui les unissait. Elle n'était plus seulement la gardienne d'un jeune lion, mais désormais une figure intégrée dans l'histoire de cette lignée sauvage. Le printemps austral revint avec ses fleurs de jacaranda, et la propriété de Sophia s'emplit de couleurs éclatantes. Carrie avait alors près d'1 an. Son corps s'était allongé, puissant, et sa crinière commençait à se densifier, donnant à ses allures de jeu une majesté nouvelle. Malgré l'enclos, il exprimait une vitalité qui impressionnait tous ceux qui venaient l'observer avec Sophia. Des vétérinaires, des biologistes, parfois même des responsables de sanctuaires. Chacun reconnaissait la qualité de l'espace qu'elle avait créé, pensait jusque dans les moindres détails pour offrir à l'animal une vie digne et stimulante. Pourtant, l'ombre de la promesse initiale planait encore. Sophia se souvenait de cette nuit pluvieuse où la lionne avait osé franchir les limites de son instinct pour déposer son petit sur la terrasse. Elle revoyait son regard, cette confiance muette qui lui avait été accordée. Et bien qu'elle eût accompli l'impossible en sauvant Carrie, une part d'elle ressentait toujours le poids de n'avoir pas rendu le petit à la savane. Mais le temps, maître patient, sut apaiser cette blessure. La lionne, en effet, continuait de hanter la clairière. Moins présente qu'auparavant, elle n'avait pourtant jamais disparu. Parfois, à la tombée du jour, elle venait s'asseoir non loin de l'enclos. Elle restait immobile, observant son fils devenu jeune lion, et repartait quand la nuit devenait trop sombre. Ces visites espacées rappelaient à Sophia que le lien entre eux n'était pas rompu. Avec les mois, la séparation naturelle suivit son cours. La lionne concentra son énergie sur sa nouvelle progéniture, comme le montraient les images captées par les caméras. Mais elle revenait toujours, à intervalles irréguliers, marquant de sa présence discrète un territoire commun avec Sophia et Carrie. C'était comme si la clairière, jadis simple refuge humain, était devenue un lieu de passage symbolique où se croisaient 3 destins. Sophia, de son côté, poursuivait sa carrière de photographe. Elle travailla à un 3e ouvrage, cette fois consacré non seulement à la faune africaine, mais aussi à l'étrange rencontre de 2 mondes, le sauvage et l'humain. Ces clichés de Carrie grandissant dans l'enclos, jouant dans le ruisseau artificiel ou croisant le regard de sa mère à travers la clôture, illustrèrent ce récit unique. Les éditeurs furent séduits, mais au-delà du succès, Sophia sentait qu'elle accomplissait une mission plus vaste. Témoigner de cette frontière fragile où la compassion humaine pouvait rencontrer la confiance animale sans la détruire totalement. Un soir de novembre, alors que le ciel s'embrasait de teintes pourpres, Sophia assista à une scène bouleversante. La lionne était revenue, accompagnée cette fois de 2 jeunes lionceaux. Ils gambadaient maladroitement à la lisière, s'arrêtant parfois pour fixer l'enclos. Carrie, désormais robuste, s'approcha de la clôture et rugit doucement, comme pour saluer. Les petits, intrigués, répondirent par de petits grognements. La lionne, digne et calme, se tenait légèrement en retrait, comme une médiatrice silencieuse. Sophia, les larmes aux yeux, comprit que l'histoire s'était inscrite dans une continuité inattendue. Elle ne protégeait plus seulement Carrie, elle faisait partie de l'héritage de toute une lignée. L'hiver suivant confirma ce rôle singulier. Même lorsque les visites se firent rares, les caméras continuaient de capter la silhouette dorée de la lionne, traversant la clairière au clair de lune, marquant une halte devant l'enclos avant de disparaître. Chaque apparition renforçait la certitude de Sophia. Elle n'avait pas trahi la promesse faite sur la terrasse, elle l'avait transformée. Carrie vivait, grandissait et restait connectée à ses origines. Avec le temps, Sophia cessa de mesurer ce lien en termes de réussite ou d'échec. Elle l'accepta pour ce qu'il était, une confiance improbable, née dans un instant de détresse, et qui avait résisté aux saisons, aux distances et aux frontières entre 2 mondes. Elle n'était ni la propriétaire, ni la dompteuse de Carrie. Elle était devenue autre chose, une gardienne, une médiatrice entre le sauvage et l'humain. Un matin, alors que l'aube teintait de rose les collines et que les jacarandas parsemaient encore le sol de fleurs violettes, Sophia sortit sur la terrasse avec son café. Dans la lueur fragile du jour naissant, elle distingua une silhouette familière. La lionne, toujours majestueuse malgré l'âge qui commençait à alourdir ses gestes, traversait lentement la clairière. À ses côtés, un jeune lionceau trottinait, insouciant. Elle s'arrêta un instant, leva la tête vers la cabane blanche et fixa longuement Sophia. Puis, sans bruit, elle reprit sa marche, disparaissant dans les bois. Sophia sourit à travers ses larmes. Elle savait désormais que son rôle n'était pas d'effacer les frontières, mais de les honorer. De permettre à Carrie de vivre en sécurité tout en restant le fils de la savane,
et d'accepter la gratitude muette d'une mère qui, un soir d'orage, avait choisi de lui faire confiance. Et parfois, lorsque la lumière du matin se reflétait sur la clôture, Sophia apercevait encore Carrie, dressé de toute sa hauteur, scrutant l'horizon comme s'il cherchait à rejoindre un monde qu'il ne connaîtrait jamais vraiment. Alors, elle levait son appareil et immortalisait ce regard. Un regard qui contenait à la fois la liberté perdue, la survie gagnée, et l'éternelle énigme de cette frontière fragile entre l'humain et le sauvage.